Remaniement, on en parle sous l'angle politique, mais ça affecte aussi, ou ça touche, ça intéresse des gens qui sont sur le terrain, là, qui sont à l'autre bout à l'autre bout du tuyau. Oui, un nouveau ministre, mais nous, quand on est un acteur sur le terrain, est-ce que ça change? Oui, il peut prendre des décisions qui changent votre travail. Parlons de la nomination de Sonia Lebel à l'éducation, mais avec quelqu'un qui, au quotidien, vit l'éducation. Simon Landry, enseignant au secondaire dans la grande région de Montréal, est avec nous. Bonjour, Simon. Bonjour, M. Dumont. Est-ce que vous accueillez positivement l'arrivée de Mme Lebel? En toute franchise, j'ai un certain sentiment d'indifférence dans le sens, premièrement, Mme Lebel, c'est ma 14e ministre de l'Éducation en 23 ans de carrière, donc on va se dire franchement, il y a tellement de rotation dans ce rôle-là qu'on n'y a une si grande importance. C'est vrai qu'il y en a eu. Mettons, par rapport à la santé, on a eu des ministres longtemps. À l'éducation, ça roule, hein? À l'exception de M. Legault et M. Roberge, qui ont chacun été là 4 ans, les autres, ils ont tous fait 1 an et demi en général dans leur mandat. Donc, c'est pour ça qu'on y attache peut-être moins d'importance. Ouais. Un an et demi, c'est-tu assez pour faire quelque chose, pour réfléchir une direction au ministère? Tout dépend du contexte. Si je prends, par exemple, M. Drainville qui est arrivé là, tout de suite après les élections, déjà, là, on a une certaine marge de manœuvre. Là, Mme Lebel s'en vient, il reste 1 an avant qu'on reparte en élection. Est-ce qu'elle va vraiment vouloir bouger des choses? Est-ce qu'elle va même vouloir se représenter en politique ou pas? Si elle n'a pas l'intention de se représenter, peut-être qu'elle va juste finir sa dernière année sans faire trop de vagues puis dire après ça, je passe à d'autres choses dans ma carrière. Et si elle a l'intention de se représenter, elle va peut-être vouloir faire des petits circuits. C'est dur, c'est dans la tête de Mme Lebel en ce moment que ça se passe. Là. Vous me parlez de M. Drainville. Diriez-vous qu'il a fait des bonnes choses? Je sais pas, le vouvoiement, le cellulaire, les efforts pour essayer d'améliorer les rentrées, de planifier les horaires. Et moi, il y a des choses qui me paraissent correctes, mais vous, sur le terrain, est-ce que vous diriez qu'il a fait de bonnes choses? J'aurais tendance à dire oui avec une certaine maladresse. Par contre, on se rappelle certaines de ses déclarations. Mais oui, je pense que M. Drainville, c'est quelqu'un qui voulait faire bouger les choses, qui est allé assez rapidement, là, justement, le cellulaire, le vouvoiement, changer les dates d'affectation de tâches au début d'année, là, au milieu de l'été, au lieu de la fin de l'été pour aider à combler des postes. Le tableau de bord va peut-être aider aussi à avoir un meilleur portrait. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui voulait faire bouger les choses, qui voulait du changement, qui se laissait pas avaler par sa machine dans un certain sens. Mais avec une certaine maladresse, comme je vous dirais. Puis il y a la machine en dessous de lui qui est très, très réfractaire au changement. Donc, je pense que M. Drainville se battait autant contre les syndicats, c'est selon ses propres dires, mais également selon son propre ministère aussi. Ouais, parce que pour avoir connu personnellement quelques ministres de l'Éducation, vous êtes enseignant, là, je comprends, vous n'êtes pas nécessairement, vous n'êtes pas un leader syndical, mais les ministres vont dire faire des changements à l'éducation, c'est infernal parce que tu as tellement de zones de résistance. Oui, à la bureaucratie, mais dans les morceaux là, de résistance, on va mettre les syndicats de l'enseignement qui sont parmi les plus durs, qui réagissent quasiment. Tu sais, à prime abord, là, tu leur proposes n'importe quel nouveau changement. Le premier réflexe, c'est de dire non, c'est de mettre le bric à bras tout de suite. Sentez-vous ça, vous, comme enseignant, que vos syndicats n'ont pas, disons, un esprit positif, un esprit de collaboration naturelle? J'aurais tendance à vous dire, en fait, que ce sont deux bêtes qui se nourrissent l'une l'autre. La bureaucratie va augmenter, le syndicat va se braquer parce que plus il y a de bureaucratie, plus c'est dur d'arriver à notre objectif. Et là, quand le syndicat dit, nous, on veut telle mesure pour nous aider, immédiatement, la bureaucratie va dire, oui, mais ça me prend un formulaire pour attester ça. Donc, j'ai l'impression que c'est vraiment deux entités qui se nourrissent l'une l'autre. Puis, nous, on est un peu coincés entre les deux, puis c'est pour ça que les choses avancent pas, là. Ouais. Il y avait eu Jean-François Roberge, qui était quand même un enseignant, qui avait même écrit des livres à titre de prof, là, qui semblait être un enseignant passionné, devenu ministre de l'Éducation. Puis là, à mi-chemin dans son mandat, on s'est mis à entendre, je sais pas si c'est les profs ou les... Souvent, j'avoue que nous, les médias, on fait l'erreur. Là. On parle des syndicats des profs, puis on finit par dire les profs. Ça veut pas dire que les chefs syndicaux sont représentatifs de tout le monde, qui disent, là, il a oublié d'où il vient. Puis là, tu sais, quand t'es de l'extérieur du milieu, tu dis, voyons, ils sont bien chialeux. Là. On leur a mis un prof comme ministre de l'Éducation qui connaît la réalité, qui enseignait sur le terrain il y a quelques années à peine, qui sont pas encore contents. Vous comprenez la réaction que ça générait, là? Oui, puis effectivement, faut comprendre que c'est facile de l'extérieur de dire, moi, je suis un prof, ça devrait marcher de même dans une école. Maintenant, tu arrives dans le poste de ministre, t'as pas juste les profs à gérer, t'as le personnel de soutien, t'as les conventions collectives, effectivement, qui viennent jouer un rôle là-dedans, t'as des restrictions budgétaires. Monsieur Roberge, peut-être que s'il avait donné un budget illimité,
Il aurait pu faire bien Ouais. plus de choses dans son mandat de 4 ans, mais il y a des restrictions à respecter. Il y a des mots d'ordre qui viennent plus au cru du premier ministre qui dit, ben voici la direction que le parti veut prendre. Monsieur Roberge, c'en était un qui voulait, par exemple, implanter un ordre professionnel, chose que Monsieur Legault lui-même voulait implanter, mais une fois qu'il est arrivé au pouvoir, il s'est fait dire, non, tu touches pas à ça, tu te lances pas dans ce débat-là. Donc, c'est toute une machine là, qu'il faut apprivoiser. Donc, c'est facile de l'extérieur de faire les gérants à l'estrade, de dire, ben là, c'est le même, ça devrait marcher. Mais une fois que tu es dans la machine, au-dessus de la pyramide, des fois, tu as des contraintes auxquelles les autres ont peut-être pas pensé. On va revenir sur les changements très, très, très concrets, le très terrain qu'a amené Bernard Drainville. Je suis curieux de vous entendre. Ça se passe comment? Vous le vivez là, depuis les 2 dernières semaines. Le cellulaire, comment ça se vit? Comment ça se passe? Généralement, ça va bien. Les jeunes ont appris assez rapidement à s'en départir puis à vivre ça. Puis on voit les jeunes qui discutent plus dans l'école. Ils font plus d'activités parascolaires sur l'heure du dîner. Ils vont jouer au ping-pong. Ils vont s'asseoir puis ils vont jaser. Il y en a encore, évidemment, ceux qui sont vraiment accrochés à leur téléphone, qui vont traverser l'autre bord de la rue pour faire leur téléphone. Maintenant, rendu au mois de janvier, quand il va faire moins 30, j'ai l'impression qu'ils vont moins souvent sortir. C'est sûr qu'on a encore à faire la police un peu pendant confisquer de temps en temps. Puis c'est évident que quand tu veux confisquer un cellulaire à un adolescent, il arrache un bras, je pense que ça ferait moins mal. Donc, mais la grande majorité, ça se passe quand même assez bien. Puis les parents, parce que j'entends quand même des commentaires, j'en ai eu là, de parents qui disent, ben tu sais, il y avait un côté, là, au-delà de l'attachement aux écrans, il y avait un côté vraiment pratique, là, tu sais, pour rejoindre son jeune, pour aller le chercher, pour lui envoyer un petit texto, tu sais, je pourrais pas aller le chercher. Il y a des parents qui semblent un peu frustrés de dire, ben c'est un moyen de communication, là, qu'on comprend bien que pendant la classe, pendant que le prof explique les maths, faut pas qu'il soit ouvert, mais c'est comme un moyen de communication perdu pour certains parents. L'entendez-vous, ça, ou les parents, vous pensez qu'ils vont se plier à ça aussi? Ben, on l'entend un peu, mais en même temps, il faut se questionner à savoir, avant que les cellulaires arrivent là, dans le milieu, dans notre réalité, là, on se débrouillait très bien sans, là, puis justement... On dirait qu'on s'en souvient plus comment on faisait pour survivre. Je comprends que c'est un moyen de communication, mais en même temps, il faut se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de texter mon enfant pour lui demander quel sandwich il veut pour dîner, là? C'est ça aussi, des fois, il faut se questionner à quel point on en a besoin. Si c'est une urgence, on appelle l'école, le message va se rendre comme on faisait avant l'arrivée des cellulaires, comme les autres écoles qui ont déjà banni le cellulaire fonctionnent déjà très bien comme ça. Fait que oui, il y a certains parents qui sont plus réfractaires, mais il faut se poser la question à quel point tu en avais vraiment besoin de communiquer avec ton jeune. Je veux dire, le matin, tu te fais un plan de match, tu te dis, garde, je vais être à l'école après la sortie des classes pour te ramasser, puis s'il y a un imprévu, tu appelles l'école qui va faire passer le message aux jeunes pour dire, garde, finalement, tes parents peuvent pas venir te chercher, prendre l'autobus, c'est réglé là, mais ce sont des exceptions. Fait que j'ai de la misère un peu avec cette excuse-là, mais j'ai l'impression que les parents sont tout aussi dépendants, justement, de cette communication, tu sais, de couper le cordon, là, c'est pas facile vraiment pour certains. Simon Landry, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne année scolaire. Merci à vous. Bonne journée.